Le but de cette vidéo n'est pas de savoir si le thème principal de Pirates des Caraïbes est meilleur que celui de Star Wars, à quoi je réponds The Dark Knight fucking you. Non, au lieu de faire une vidéo dans le style top 20 des meilleures musiques de film, le 10ème va vous étonner, nous allons plutôt nous intéresser aux différents styles de Mr. Williams et de Mr. Zimmer et à leur vision très différente de la musique de film. Nous allons commencer par étudier le cas de John Williams. John Williams, c'est très classique. Déjà à ses débuts, il est le fils d'un percussionniste, donc ça aide pour percer dans la musique. Il se met au piano vers l'âge de 7 ans, il apprendra plus tard le trombone, le tuba et la trompette. À 15 ans, il dirige son propre orchestre de jazz, oui, John est un grand fan de jazz, et il passera par l'université de Californie pour étudier le piano. Il dirige aussi la plupart du temps son orchestre et les orchestres des autres, car oui, le compositeur ne dirige pas forcément son orchestre. Bon, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a bien suivi le manuel du bon petit apprenti compositeur, et cela se ressent dans ses œuvres. Personnellement, je lui attribue un point bonus car il est tromboniste, il fait du trombone, et le trombone, c'est cool, faites-en. Bon, venons-en donc aux faits. John Williams compose par rapport aux images. C'est-à-dire que globalement, il attend le montage final d'une scène ou même du film pour composer sa musique. Cette dernière doit donc suivre à la seconde près l'action. Ce qui fait que ça doit être vachement décevant par moment, hein. Genre il peut composer des super thèmes, mais par manque de temps et par manque de moyens, il peut pas les développer. Ça doit être hyper frustrant. À une certaine époque, c'était normal de procéder comme ça, car les processus de montage étaient longs et fastidieux, il fallait donc que ça soit hyper précis. Après, je pense que rien ne l'empêchait de développer ses propres thèmes sans qu'ils soient utilisés dans le film. Enfin passons, il faut retenir qu'en composant de cette manière, il doit exister une certaine frustration, et je l'affirme haut et fort, il y a une frustration. Démonstration. Dans les bonus du DVD d'un très bon film se nommant L'exercice de l'État, sorti en 2011, je précise, donc les techniques de montage permettaient largement d'avoir une certaine liberté, le compositeur de la musique répondant au nom de Philip Schuller en parle. Il parle de la frustration du compositeur. La frustration que donne la composition de la musique de film, parce que c'est le réalisateur qui contrôle l'émotion résultante. C'est-à-dire que vu qu'il doit suivre à la lettre les images et le réalisateur, le compositeur ne peut pas faire ce qu'il veut. Et c'est exactement ce que je ne comprends pas. Rien n'empêche à ce genre de compositeur d'aller plus loin, de pousser le bouchon bien plus loin. De toute façon, tout le monde s'en fout de la musique de film. Merde, faut pas dire ça. John Williams ou Philip Schuller considère que la musique de film doit servir l'image, que le compositeur doit se soumettre aux idées du réalisateur. Et même dans la confection de l'album. En gros, il considère que la musique de film n'est pas un genre à part entière, mais plutôt de l'ambiance améliorée. Quoique c'est vrai que dans le cas de Philip Schuller, sa musique ressemble plus à de l'ambiance qu'à de la musique. Je dis pas ça forcément négativement, puis c'est un style de musique. Et on voit ça dans la forme quand les albums, les bandes originales que nous sort John Williams, ces dernières n'ont pas forcément de sens. Williams ne prête pas attention à l'ordre de ses musiques, à la forme de son album. Et donc je ne sais pas pour vous, mais personnellement je ne peux pas tenir l'écoute d'une bande originale de John Williams. Que ça soit les Star Wars, les Harry Potter ou d'autres comme Minority Report, je n'y arrive pas, je trouve que ces albums ne tiennent pas la route, ça part dans tous les sens, c'est... vide. Oui. Sauf dans 3 albums. Harry Potter 3, pour des raisons que j'ai expliquées dans une précédente vidéo consacrée à l'analyse d'Harry Potter 3. Star Wars 3, car dans la prélogie de Star Wars, John Williams s'est retrouvé embêté par le processus de montage de George Lucas, et il s'avère qu'il a composé des trucs qui n'ont pas été utilisés dans les films, et que dans les films, on peut entendre des musiques qui n'ont pas été éditées en album. Et je comprends pas trop comment c'est fait la bande originale et comment c'est construit la bande originale des 3 premiers Star Wars. Je sais pas si c'est bien ou pas bien, j'ai pas d'avis sur la question. Et ces derniers albums, qui sont plus ou moins Star Wars 7 et Star Wars 8, qui sont eux vachement bons. Et cela vient du fait qu'il a enfin fait attention à comment il allait gérer son album. Je sais pas si ça vient de le fait qu'il vieillit ou qu'il passe peut-être 1 an, voire même 2 ans à composer les bandes originales des derniers Star Wars. Mais ça fait du bien, je trouve. Donc j'ai énormément de mal avec ce genre de compositeur qui considère la musique de film comme étant un sous-genre empêtré dans les méandres de l'industrie cinématographique. Et tout d'un coup, Hans Zimmer arrive, je vais tous vous défoncer, bande de nazes. Grand défenseur du système, il va par exemple faire de vrais lives de musique de film. Je m'explique. Avant Hans Zimmer, les lives de musique de film c'était ça. Un orchestre symphonique qui jouait tranquillement les musiques de film sur un bon petit diaporama réalisé à coup de LibreOffice montrant les images du film, avec une mise en scène et un live show quasi inexistant. Notre cher Zimmer arrive, lui se dit non mais attends c'est super chiant ça, nous on va s'inspirer des putains de live de rock et de metal, on va garder l'orchestre mais on le refoule derrière, on enlève les images de film parce que ce que j'ai fait c'est bel et bien de la musique, pas du bruitage amélioré et on fait un putain de live show et on envoie la patate. Avouez que ça a 10 fois plus de classe.
Il est l'inverse total du gentil petit bon compositeur. Il commence le piano vers l'âge de ses 3 ans, mais il trouve que c'est vachement chiant de jouer les morceaux des autres. Il se dit donc qu'il va composer ses propres musiques. Il ne fait ensuite aucune école de musique, aucun conservatoire et ne suit en aucun cas le parcours du bon petit gentil petit compositeur. Malgré tout, très rapidement, Stanley Myers, un compositeur de musique de film, le prend sous son aile. Grâce à lui, il va très rapidement tout défoncer. L'élève dépassant le maître, environ 1m50, et se retrouve propulsé au devant de la scène. Il signe une grande partie des grandes bandes originales de ces 30 dernières années, il défonce tout et tout le monde. Pour donner un exemple, son premier Oscar, il l'a eu avec sa première bande originale qu'il a composée, Iron Man. C'est assez badass. Lui, il ne va pas faire les trucs de base pour pouvoir faire une bonne bande originale. Il va beaucoup s'intéresser à la liberté que lui donnent les nouvelles technologies. Au lieu de composer des musiques ultra synchronisées au film, même si ça lui arrive, technique utilisée par pas mal de compositeurs encore aujourd'hui, il va plus composer des musiques, des fois dépassant toute imagination. Des morceaux de un quart d'heure ne sont pas rares chez le monsieur, et je pense qu'il a dû battre un record en composant un putain de morceau de 28 minutes dans le deuxième CD de la bande originale de Man of Steel. En gros, ce qu'il fait, c'est qu'il compose de manière libre, avec tout ce qui lui passe par la tête en regardant les scènes, en discutant avec l'équipe du film, en lisant le scénario. Ce n'est pas rare qu'il commence à composer ses musiques avant même que la phase de production du film soit finie. Chose rare quand on sait que la plupart des compositeurs, tels John Williams, Alexandre Desplat ou encore Michael Giacchino, attendent le montage final du film pour tout faire. Pour revenir à Zimmer, on peut par exemple reprendre l'exemple du Dark Knight où, pendant le tournage, le réalisateur Christopher Nolan reçoit un iPod avec 2 heures de musique que Hans Zimmer, James Newton Howard et leur équipe avaient pondu. Et c'est d'autant plus marquant quand on sait que la bande originale de The Dark Knight est une des meilleures de toute l'histoire du cinéma. Ça fait depuis quelques mois, voire peut-être même un an que j'essaye d'écrire une analyse critique dessus, et j'y arrive toujours pas. C'est pour dire la qualité de composition. On peut aussi donner comme exemple la bande originale d'Interstellar, où Zimmer n'avait aucune image du film. Nolan lui avait donné la liberté totale pour composer. Et pareil, la bande originale d'Interstellar, c'est juste un quasi-chef-d'œuvre. Il va très loin. Ou même, j'ai envie de dire, ils vont très loin. Écoutez ce que dit Ramin Djawadi, un des co-compositeurs de Hans Zimmer. On se fixe toujours des objectifs a priori techniquement irréalisables. Si notre cahier des charges stipule qu'on ne peut utiliser que 50 instruments, Hans va dire « Mais pourquoi 50 ? Moi j'en voudrais 100 ». Alors on utilise 2 machines différentes. On se creuse la tête pour les combiner et ça finit par fonctionner. Mais au film suivant, on décide d'en utiliser une 3e pour passer à 150 instruments, etc. etc. On repousse en permanence les limites de la technologie. Il va aussi fonder son propre studio, Media Adventure, avec un certain Jay Rifkin. Lui aussi un complet inconnu. Il est vrai que le nom d'Hans Zimmer a tendance à éclipser toutes les autres personnes qui travaillent autour de lui. Avec qui il va se séparer quelques années plus tard. Grâce à son studio, renommé depuis Remote Control, il va pouvoir s'éclater à fond dans sa composition. Et surtout, il va pouvoir donner la chance à d'autres petits compositeurs de devenir des grands comme lui il a pu. Résultat, grâce à lui, pas mal de compositeurs pourront devenir connus, même si ces derniers n'ont fait aucune école de musique. On peut donc citer parmi tant d'autres, et par exemple Ramin Djawadi, Junkie XL, Klaus Badel, Benjamin Wallfisch. Tant de talents qui, sans Zimmer, n'auraient pas pu éclater. En gros, pour Hans Zimmer, la musique de film, c'est avant tout de la musique. Certes, elle est censée suivre l'image, mais le compositeur doit et a le devoir de s'éclater à l'affaire, de ne pas suivre le film à la lettre, voire même de composer des morceaux qui ne seront jamais utilisés dans le film. Une sorte de liberté. Et il le dit lui-même, pourquoi il n'a pas continué dans la pop et qu'il s'est lancé dans la musique de film. Si on avait voulu faire de la country psychédélique avec une touche de heavy metal et d'opéra, personne ne nous aurait suivis. Alors que dans les musiques de film, il y avait des big bands, des chansons de David Bowie, des morceaux électroniques bizarres. Les images et la narration permettaient de réunir des styles complètement différents. Il faut peut-être préciser que je ne tire pas ces idées de n'importe où. Il y a quelques temps, je suis tombé sur un documentaire produit par Arte en 2011, parlant de Hans Zimmer. C'est une des rares sources documentaires plus ou moins sûres et compréhensibles qu'on a sur la musique de film. J'avoue que ça fait énormément de bien. Et ils disent exactement la même chose. Gore Verbinski, un talentueux réalisateur avec qui Hans Zimmer a travaillé énormément, en parle. Avec un compositeur, en général, on parle de musique. Mais pas avec Hans, en tout cas pas au début. C'est un peu comme si j'étais un patient sur le divan et lui un psychologue. Il passe beaucoup de temps à comprendre le film. Il me pose toutes sortes de questions, mais surtout, pourquoi tu as réalisé ce film ? Hans Zimmer le dit lui-même. Je passe énormément de temps à m'interroger sur le sens du film, à comprendre sa signification profonde. If somebody tells you that there's a rule, break it. That's the only thing that moves things forward. Pour encore compléter mon propos, écoutez ce que dit Lorne Blaff, un autre compositeur de la Remote Control. Il faut dire que pour Inception, on travaillait sans l'image.
On composait simplement des morceaux. On les envoyait ensuite à l'équipe du film qui adaptait alors le montage en fonction de la musique. Je précise aussi que Hans Zimmer attache une énorme importance à ses albums. Un jour, s'il vous plaît, faites l'effort d'écouter un de ses albums dans son intégralité en une seule fois, avec de bonnes conditions d'écoute. Et vous verrez, vous aurez une révélation. Enfin moi c'est ce qui s'est passé. La construction de ces albums est hyper complexe, c'est presque un opéra musical. Non, c'est de l'opéra musical. Chaque changement de piste est travaillé, chaque morceau, cela va même jusqu'à la longueur et au nom des morceaux. C'est impressionnant, c'est pour ça que je trouve dommage que les gens écoutent leur musique dans l'ordre aléatoire, ou pire, n'écoutent même pas en album. De ce fait, un pan entier du travail est détruit, je trouve ça lamentable. Donc un conseil au passage, dans n'importe quel genre de musique, écoutez vos artistes par album et dans l'ordre, par pitié. Même si bien sûr par moment, pour changer un peu, vous pourrez utiliser la lecture aléatoire ou encore sélectionner vos propres musiques, mais essayez, au moins une fois. Vous avez donc, je pense, les deux manières d'interpréter la musique de film. Sachez que je considère la plupart de la musique de film comme étant au rang de musique épique. Par conséquent, je considère donc que la musique de film est avant tout de la musique. Donc oui, rien que pour ça, je préfère la manière d'interpréter de Hans Zimmer. Après, je suppose que c'est encore plus subtil et encore plus complexe que ça, et qu'au final, chaque compositeur a leur manière d'interpréter ce qu'ils font. Je tiens à préciser qu'écrire cette vidéo a été assez compliqué, dans la mesure qu'il existe un nombre très réduit d'informations sur la musique de film. Je me suis donc surtout basé sur l'historique des compositeurs, le documentaire produit par Arte, et mes déductions faites par les multiples écoutes de bandes originales. Sur ce, écoutez de la musique de tout type et de tout genre, portez-vous bien et que la force soit avec vous, ciao!